niveau personnel qu'au niveau sociétal, on va prendre une direction différente, c'est-à-dire qu'on va pas aller tout droit. C'est aussi l'occasion de repenser justement à l'impact de tout ce qu'on fait. Il faut faire des règles pour faire en sorte que l'économie ne nuise pas à son prochain, et son prochain c'est nous. Il y a un principe que j'applique assez souvent, qui est quand les faits changent, je change d'avis. Devenir entrepreneur, c'est quelque part une démarche, une volonté de justement s'ouvrir et accepter tous les points de vue pour en faire une synthèse et pour ensuite décider. Personne ne se soucie plus de ton futur que toi. C'est reparti pour un tour cette semaine encore. J'ai le plaisir de retrouver Olivier Mathieu, fondateur de Price Minister, entrepreneur, investisseur et président de The Camp, notamment j'en oublie des casquettes. Bonjour Olivier. Bonjour Thomas, ravi de retrouver également ta présence vocale. Tu es cofondateur de Feuille Blanche et du collectif Les Omnis. Donc bonjour à tous. Et je voulais peut-être te laisser rappeler un peu les conditions dans lesquelles nous enregistrons ce podcast qui est relativement innovant. Eh bien, nous sommes, comme tout le monde, confinés mais pas figés. Donc, on est en mouvement et du coup toujours présent pour mettre en avant de beaux entrepreneurs. On s'excusera simplement auprès des auditeurs si jamais on a quelques bruits parasites, si jamais parfois le son grésille, saute, se coupe ou qu'on entend quelques gazouilles de bébés alentour. Oui, on appelle ça, nous, comme des millions de Français qui se sont mis au télétravail, on appelle ça le télépodcast. Un petit mot, Olivier, peut-être sur tous ces partenaires aujourd'hui qui nous suivent. Oui, c'est vrai qu'on a plusieurs partenaires qui se sont rassemblés autour de 40 nuances de Next, notre podcast. Et il est de bon ton de les citer. Donc on remercie nos partenaires médias, tout d'abord, La Tribune et Madines, et ainsi que France Digital et la French Tech. Grâce à tout cela, on va permettre au plus grand nombre de découvrir l'émission. Les entrepreneurs qu'on va interroger tout au long de cette saga, et ils seront également partenaires de diffusion pour relayer plus globalement le podcast. Je remercie également Saouti, grâce à qui on est capable techniquement de se retrouver dans un studio virtuel avec notre invité. Est-ce que cette fois-ci, je te laisse l'annoncer? Oui, c'est un des entrepreneurs que j'admire le plus, qui est déjà très connu du grand public. Donc, je nomme Frédéric Mazzella, fondateur de Blablacar. Est-ce que tu nous entends bien, Frédéric? Oui, très bien. Bonjour à vous deux. Eh bien, on est parti pour la première rubrique Jingle. Beach, oh mon beach. Beach, oh mon beach. Petit clin d'œil au Pitchgate, mais l'idée, Frédéric, c'est que tu puisses nous parler de Blablacar de manière peut-être un petit peu différente. Et je vais commencer avec une question qui plaît beaucoup à Olivier. Est-ce que tu peux nous dire comment tu vas en 2 chiffres? Comment je vais en 2 chiffres 0 et 1. Voilà, c'est-à-dire que ça dépend. C'est très binaire. On sent le scientifique derrière. On sent le scientifique derrière la réponse. Oui, disons que voilà, c'est le noir, le blanc, et puis toute la vérité qui est en fait au milieu. Pas mal. C'est aussi une allusion peut-être à Zero to One, qui est un des fameux ouvrages d'entrepreneurs bien connus de la Silicon Valley. Exactement. Comment passer de 0 à 1. Et ça, c'est vrai que c'est une problématique récurrente chez les entrepreneurs. Et aussi le fait qu'il y a toutes les décimales entre les deux. En fait, entre 0 et 1, tu peux construire tout un monde puisque tu as autant de décimales que tu veux. Et donc, tu as un monde infini de nombres entre 0 et 1. C'est quasiment de la philosophie scientifique. Alors, on a une rubrique qui est finalement celle d'introduction un petit peu de qui tu es, même si Blablacar est largement connu et si Frédéric Mazzella est un des entrepreneurs emblématiques de la tech française. Mais ce qui nous amuse aussi aujourd'hui avec cette rubrique qu'on a appelée la pitch au mon pitch, c'est de voir aussi comment tu présentais, comment tu pitchais à l'origine. Alors, je crois me rappeler que ça date de 2006. Ouais. Oui, déjà, je pitchais le concept de covoiturage tout court. Je pitchais pas tellement la société elle-même. Je pitchais plus le concept qui lui-même paraissait improbable et saugrenu. Alors, est-ce que tu peux nous raconter en ce qu'on appelle un peu l'elevator pitch, le temps de la montée de l'ascenseur? Comment est-ce que tu racontais le concept de ta start-up à l'origine? Ça dépend, comme toujours, je pense que ça dépend des interlocuteurs que tu as. Si tu as des interlocuteurs qui sont dans la projection de l'usage ou des interlocuteurs qui sont dans la projection de ce que c'est qu'une société qui peut grandir et qui peut avoir du succès, tu vas adapter ton discours. Et puis, soit tu décris ce que ça fait, soit tu décris en chiffres la taille de ce que ça peut atteindre. Et il y a une chose dont j'étais
toujours certain depuis le début, c'est que ça revient au 0 ou 1. C'était soit ça marchait et à ce moment-là c'était massif, soit ça marchait pas du tout. Je voyais pas tellement de au milieu. C'est-à-dire que je m'étais dit que si ce service-là existait, je l'utiliserais. Et que donc du coup, comme j'étais quelqu'un de normal, qui avait des besoins de déplacement, ça voulait dire que si je l'utilisais, n'importe qui de normal l'utiliserait. Et donc du coup, à partir de ce moment-là, ça veut dire que c'est massif. Puisque c'est un service de déplacement, que tout le monde se déplace, que tout le monde utilise les voitures. C'était un peu ça qui m'animait à chaque fois que je parlais du projet. C'était que effectivement, il y avait un effet de seuil assez compliqué, puisque c'est une place de marché sur laquelle il faut créer une offre et une demande qui arrivent à se rencontrer. Mais par contre, une fois passé cet effet de seuil, ça pouvait et ça devait devenir totalement massif. C'est pour ça que pendant des années, on m'a très souvent demandé mais est-ce que vous imaginiez que ça deviendrait si grand? Enfin, aujourd'hui, c'est quand même un tiers de la population adulte en France qui est inscrite sur Blablacar. Et donc, c'est 90 millions de personnes dans 22 pays. Et en fait, ma réponse a toujours été oui, parce qu'en fait, dans ma tête, ça a toujours existé. Enfin, le service a toujours existé de manière massive ou pas. C'est-à-dire, soit il n'existe pas du tout, soit il existe. À ce moment-là, tout le monde peut l'utiliser. Frédéric, on compare souvent les entrepreneurs à des chefs d'orchestre. Moi, je vais te proposer de mettre la casquette de réalisateur. Fred Mazella, le réalisateur des 15 prochaines années de ta vie. Exercice difficile, mais tu en seras bien le réalisateur. À quoi ça pourrait ressembler selon toi? Alors, la première chose, c'est que j'ai remarqué ça après au fur et à mesure de mes expériences, de mes confrontations à différents milieux. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que si tu m'expliques ce qui va se passer pour moi dans l'année, les 2 ans ou les 5 ans qui viennent, tu m'as perdu. C'est-à-dire que c'est un spoiler. C'est-à-dire que, par exemple, si j'allais passer un entretien dans une boîte et qui m'explique que je vais commencer par faire ça, puis dans 6 mois, 1 an, je deviendrai ça, et puis dans 2-3 ans, je ferai tel poste, et puis dans 4-5 ans, il se passera ça pour moi. Là, je pars de l'entretien et je dis merci, spoiler, du coup, ça m'intéresse plus, tu vois le film, j'ai pas du tout envie de le voir. Et donc, ce qui m'a toujours poursuivi, mais je l'ai analysé après, j'ai compris que je réagissais comme ça face aux choses qui étaient trop prévisibles. Il y a un moment, je me suis dit, la seule manière pour que je sois vraiment libre et content de ce qui va se passer après, c'est que du coup, je le fasse et que personne ne puisse me dire exactement ce qui va se passer, que personne ne me raconte le film surtout. J'ai envie de le vivre, de participer à sa construction. Donc ça m'a toujours animé. Et donc du coup, je pense que c'est un peu ça qui a fait que du coup, je suis devenu entrepreneur. En ce moment, on aimerait tous tracer notre route. Olivier? Notre petite rubrique confiné mais pas confi. Je sais que je vous demande de rester chez vous. Je vous demande aussi de garder le calme. Chez vous, chez vous, chez vous. Je pense que c'est important dans les moments que nous vivons. Alors bienvenue dans cette rubrique confiné mais pas confi. Évidemment, depuis que le président de la République a décrété le confinement, la vie des citoyens, la vie des consommateurs, mais aussi la vie des entreprises et des chefs d'entreprise a été profondément bouleversée. Or, un entrepreneur, Frédéric, c'est un citoyen comme les autres. Donc, ce qui nous intéresse aussi aujourd'hui, c'est de savoir comment tu gères le quotidien depuis le confinement. D'abord, au début, il y avait la surprise, je pense, comme tout le monde. C'est-à-dire que la surprise, quelque part, du nuage gris que tu vois un petit peu au loin au début, puis il se rapproche. Tu te dis, celui-là, il est quand même sacrément gris, celui-là. C'est une bonne image, quand il est là... Et quand il est là, tu dis non mais oui en fait non seulement il est gris, mais quand il est là, il fait un peu tout noir et puis en plus il pleut, il fait vraiment un sale temps quoi. Donc tu te dis oui, pourtant on nous l'avait dit le nuage on l'a vu arriver de Chine, ça a pris 2 mois. Donc il y a un peu la stupeur, la surprise au début de se dire que finalement c'est réel et que ça va nous arriver et que ça arrive d'abord en Chine, puis après ça arrive en Italie, là pour le coup c'est très proche, et puis après ça arrive en France. Tu te dis tiens, je me souviens le moment où j'ai compris que l'Italie était rentrée en mode confinement, d'abord 16 millions de personnes, un quart du pays, puis après tout le pays. Je me suis dit ouh là, c'est quand même là, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose de lointain. Là pour le coup c'est vraiment dans notre région et avec notre civilisation européenne que ça se passe. Donc ça va nous arriver aussi. Et là donc c'était un peu je pense comme tout le monde, un peu la douche froide, la surprise. Et puis après il y a l'organisation. Je me dis d'accord, ça a changé. Alors il y a un principe que j'applique assez souvent, qui est quand les faits changent, change d'avis. Ça c'est Keynes qui avait dit ça. Ça a été attribué à plusieurs personnes, mais en gros c'est extrêmement important justement pour pivoter et s'adapter, de pas forcément être loyal à des idées dépassées dont le contexte n'est plus pertinent.
pertinent. Quand le contexte change, quand les faits changent, il faut s'adapter. Donc après, c'est de l'organisation, c'est prise de conscience de la réalité, c'est ne pas être dans le déni de ce qui se passe, et puis après, on gère un petit peu tout ce qui doit être géré, quoi. Alors justement, sur la gestion, j'imagine qu'une des premières prises de parole que tu as pu avoir, c'est d'abord en interne. Qu'est-ce que tu as dit aux équipes? Alors non, pas forcément, parce qu'en fait, vu comment on est organisé, c'est surtout Nicolas aujourd'hui qui est directeur général, qui gère véritablement l'interaction avec toutes les équipes. Donc nous, on a beaucoup discuté entre nous, évidemment, avec le board, avec peut-être les high exec, enfin de la société. Après, il y a aussi beaucoup de réflexions stratégiques assez long terme à mener. C'est-à-dire que sur une société comme la nôtre, où on fait du déplacement, et en plus avec des gens qui sont dans les mêmes voitures, quand tu as le président de la République qui ordonne à tout le monde de ne plus bouger, et qu'en plus il dit mais en plus vous vous rapprochez plus, là tu dis attends, d'accord, donc t'as décidé de nous mettre l'activité à zéro, et c'est réussi d'ailleurs. Voilà, on redécouvre la bonne vieille équation 0 plus 0 égale 0, et donc du coup c'est là où tu es obligé de prendre conscience d'un petit peu tout ce qui se passe, et puis donc faut se rappeler les forces de la société, qui commence par l'équipe, des gens qu'on a réussi à rassembler au fur et à mesure des années, qui sont des professionnels de la construction de services globaux digitaux. Est-ce que je peux t'interrompre une seconde pour te demander de nous rappeler combien vous avez de collaborateurs chez Blablacar aujourd'hui au niveau mondial et français? Alors aujourd'hui on est 750 et en France c'est à peu près 350, un peu plus. Non, oui, pardon, un peu plus de 400. Et je me permets aussi de rappeler que le Nicolas que tu citais tout à l'heure, c'est Nicolas Brusson qui est le cofondateur à tes côtés de Blablacar, parce qu'effectivement c'est un des piliers et c'est souvent un travail d'équipe, le lancement d'une start-up, et notamment quand elle a des succès comme Blablacar. Tout à l'heure, Frédéric, tu disais 0 à 1. Aujourd'hui, l'activité est à 0. Comment vous allez vers le 1? Alors, tout dépend de la manière avec laquelle on ressort du confinement et des possibles rechutes ou non. Enfin voilà, c'est extrêmement incertain. Ce qu'il y a de sûr, c'est que dans l'absolu, en vrai, on pense que notamment le covoiturage est... parce qu'on a plusieurs activités, il y a les bus et le covoiturage, mais en gros, sur le covoiturage, on pense que c'est une des manières les plus pertinentes et les plus douces de sortir du confinement, justement, en termes de déplacement. Pourquoi? Parce que si on parle de contamination, quand on est 2, 3, 4 par voiture, les risques de contamination sont en fait très faibles, comparé à un risque de contamination quand on prend un train ou un bus ou un avion dans lequel il y a des centaines de personnes. Et donc, s'il y a une personne infectée, elle peut directement en contaminer 10 ou 20 ou plus. Et donc, du coup, on pense que le covoiturage est en fait idéalement placé pour être une solution privilégiée en sortie de confinement. Après, on va voir comment ça se passe. Et évidemment, suivant les pays, suivant l'acceptabilité de la reprise de la vie normale, il va y avoir des histoires différentes. Ce que je te propose, c'est de passer à une question d'un de nos partenaires, France Digital, avec Nicolas Brienne, qui avait une question pour Frédéric. Ça me semble être le bon timing. Alors, c'est parti pour un jingle. Vous avez un message. Et on écoute Nicolas Brienne. J'ai une question pour Fred. C'est bien évidemment Blablacar. C'est une des licornes les plus européennes, avec un nombre de pays assez important. Et je vais poser une question qu'on lui a pas encore posée, c'est quand est-ce qu'il rachète Flixbus? Et puis au-delà de la provoque, parce que j'imagine qu'il doit avoir une tête qui change de couleur à l'instant où je prononce ces mots, c'est surtout en termes de stratégie internationale. Quel pays en Europe t'as le plus appris dans ton process d'expansion internationale, et quels conseils tu donnerais aux entrepreneurs pour s'étendre en Allemagne, en Russie, à travers l'Europe? Donc voilà la réponse de Frédéric Mazzella à Nicolas Brienne de France Digital. Alors sur la première question, qui est effectivement un petit peu brute, sur Flixbus et nous, aujourd'hui évidemment la question elle est simplement comment est-ce que c'est les activités, que ce soit le covoiturage ou le bus,
redémarre. Elle n'est pas à réfléchir à autre chose aujourd'hui. Donc c'est bon, il n'y a pas de réponse à apporter. Voilà, il n'y a pas d'informations, pas de choses sur le sujet à discuter. Donc ça va vite comme réponse. Sur ce qui est des pays qui nous ont beaucoup appris lors de l'expansion, j'ai envie de dire tous quelque chose de différent. C'est marrant parce que parfois on retrouve un petit peu des stéréotypes, parfois on découvre des choses nouvelles sur les pays. Je vais peut-être citer, je vais en citer un, c'est l'Allemagne effectivement qui nous a énormément appris par rapport au déploiement de notre service de covoiturage, parce que les arguments notamment en faveur du covoiturage ne sont pas les mêmes en Allemagne et en France. Typiquement, et notamment du covoiturage avec réservation qu'on a mis en place. En France, le covoiturage avec réservation, ce qu'il apporte, c'est une fiabilité des réservations de la part des passagers, parce que quand les passagers ne payaient pas en ligne au tout début du service, eh bien, on avait plus d'un tiers des passagers qui ne venaient pas. Donc en fait, ils disaient oui, je serai là demain à 18h30, et puis en fait, ils venaient pas. Alors quand ils étaient polis, ils appelaient avant pour prévenir. Quand ils étaient moins polis, ils posaient un lapin. Donc en fait, ça posait des problèmes au moment de la croissance de la communauté, parce qu'il y avait une perte de confiance dans l'entraide que les gens pouvaient s'apporter, parce que les conducteurs ne faisaient plus confiance aux passagers pour venir. Ce qui faisait que eux-mêmes faisaient de l'overbooking, mais quand tout le monde venait au rendez-vous, il n'y avait plus de place pour tout le monde dans la voiture, donc il y avait quelqu'un qui restait sur le bord de la route. Donc ça créait beaucoup de problèmes. Donc il y avait des problèmes donc on avait mis en place le système de réservation avec l'argument principal qui était qu'effectivement ça résolvait la problématique de ponctualité et puis de fiabilité de venue, tout simplement quand tu as réservé un covoiturage, le fait de venir en tant que passager. Et en fait en Allemagne c'était pas du tout ça les arguments qui étaient pertinents pour ce marché-là. C'était beaucoup plus l'aspect évidemment environnemental du covoiturage et l'aspect aussi le fait d'avoir un modèle économique basé sur la réservation fait qu'on n'a pas de modèle économique basé sur la publicité et donc du coup pas de nécessité de vente ou de revente de données à qui que ce soit. Et donc du coup une création quelque part d'image de confiance totalement différente en France et en Allemagne, assez complémentaire puisque c'est la même activité et c'est le même modèle économique, mais d'un côté en France le modèle économique est là pour rassurer sur les réservations et le fait que les gens vont venir et seront à l'heure, alors qu'en Allemagne j'ai envie de dire c'était déjà le cas quoi. Les Allemands on n'avait pas besoin de les faire payer à l'avance pour qu'ils viennent, donc ça culturellement c'était différent. Par contre les arguments de protection de la vie privée avec les données non revendues et l'aspect environnemental du covoiturage étaient beaucoup plus prégnants. Donc c'est marrant de voir qu'un même produit peut être perçu différemment suivant la culture et suivant le contexte dans lequel il est déployé. Frédéric, j'aime faire le roi des transitions hasardeuses, mais tu évoquais le mot entraide. Du coup, je vous propose la question de notre partenaire Madines et sa journaliste Géraldine Russel. Bonjour Frédéric. Peut-on imaginer que pendant cette crise, une forme de solidarité, notamment financière, puisse se mettre en œuvre entre les startups? Est-ce que, par exemple, les startups les mieux portantes pourraient aider, comme elles le peuvent, celles qui sont dans une situation plus compliquée? Frédéric. Alors là, c'est une question assez compliquée parce qu'en fait, d'une part, c'est inutile de dire que c'est pas le rôle des startups que d'aller financer les autres startups. Ça n'est jamais arrivé ça s'appelle un fonds, ça. Donc, c'est jamais arrivé qu'une startup lève des sous en disant, et puis avec ces sous-là, je vais aider une autre startup. L'investisseur, il va juste dire, très bien, tu sais quoi, tu me présentes ton autre startup, puis je verrai si je veux lui donner des sous. Parce que quand même, il y a peut-être une chose qu'on peut dire, Frédéric, en me permettant de t'interrompre, c'est Olivier. Ce que je me dis, c'est qu'il y a effectivement un premier élément de réponse qui existe, et je le dis parce que je te connais aussi un petit peu, c'est que en dehors des startups, certains d'entre nous qui ont réussi un peu jouent un rôle parfois de mentor, voire d'investisseur, ce qui est ton cas en tant que business angel. Je le fais un petit peu aussi de mon côté, et c'est une façon détournée de répondre à la question. Je dis pas ça pour t'aider à répondre, mais c'est pas forcément toujours en tant que start-up, mais ça peut être aussi en tant que personne que tu joues un rôle là-dessus. Oui, alors complètement, c'est-à-dire que effectivement, j'ai suivi à ce jour à peu près une quarantaine de start-up en tant que business angel, donc que j'aide avec. Généralement, c'est un peu de sous, mais c'est aussi souvent du conseil poussé quand je peux l'apporter, et dans tous les cas, c'est toujours des projets coup de cœur.
avec des produits et des services dans lesquels je crois. Et d'ailleurs, une bonne manière aussi effectivement de continuer, c'est typiquement, moi j'étais dans un processus avec notamment deux sociétés pour investir en tant que business angel. Évidemment, on continue, j'ai envie de dire, comme si de rien n'était, malgré la crise, et on finalise les investissements à la valorisation annoncée et avec les montants annoncés. Donc c'est une manière de le faire, mais ça effectivement c'est... Ouais, mais moi c'est vrai qu'en termes d'engagement, j'arrive pas, je sais pas faire autrement quoi. Je vais pas rappeler l'entrepreneur et lui dire dis donc t'as vu il se passe un truc qui s'appelle le coronavirus. Donc du coup tu vois si tu pouvais nous faire un petit discount de 30 ou 40%, ce serait pas mal. Enfin je sais pas faire ça quoi. Et donc du coup ça ne se passe pas. Donc c'est une manière aussi effectivement de poursuivre et de continuer à soutenir les startups. Mais après en tant que startup nous-mêmes, j'ai envie de dire tout le monde. Enfin je sais pas s'il y a. Enfin, il peut y avoir effectivement des startups qui sont dans une situation extrêmement favorable avec la crise, mais enfin elles sont très très rares, je sais pas, j'ai pas le décompte, mais c'est peut-être 1 sur 20 ou 1 sur 50. La plupart des autres sont quand même dans une situation extrêmement inconnue, soit parce qu'elles sont fragilisées, parce qu'elles sont en cours de levée de fonds et que ça vient les fragiliser, soit parce que de toute manière quand on lève des sous, on a un modèle économique prévu, un business plan prévu sur les 12-18 mois et que simplement quand la crise arrive et qu'elle te mette tes revenus à zéro, t'es forcément dans une mauvaise situation. Et ton premier devoir, c'est de préserver la société sur le long terme et donc de faire attention à ton cash et donc pas commencer à les distribuer partout parce que sinon tu sais c'est comme dans l'avion quand on te dit tu mets d'abord ton masque toi puis après tu sauveras les autres quand tu auras mis ton masque. Mais déjà on est tous à l'étape où on met notre masque nous-mêmes. Hein. D'ailleurs ça me permettrait de rebondir sur peut-être pour ensuite conclure cette rubrique qu'on appelle un peu business first, la première partie de notre émission, c'est qu'il y a un rôle important dans la relation des startups qui est celui des investisseurs justement, tu en as parlé. Et est-ce que tu peux nous rappeler, je crois que ça a été plutôt rendu public, les montants qui ont été levés par Blablacar depuis le début. Et ce qui nous intéresse ensuite, c'est de voir aussi comment se passe la relation avec les investisseurs de manière générale, mais évidemment quand la crise survient, est-ce qu'ils se désolidarisent, est-ce qu'au contraire ils sont constructifs, comment ça se passe dans la relation avec des investisseurs, notamment quand tu as une boîte qui a autant de succès et de notoriété que Blablacar? Alors nous aujourd'hui ça se passe très bien. Enfin faut dire qu'on a toujours eu, on a un board à composition extrêmement stable quasiment depuis 10 ans maintenant. Et donc on a un board qui réagit de manière extrêmement rationnelle et loyale avec des investisseurs qui sont à nos côtés. De toute façon on est tous dans le même bateau. Après on parle toujours du fait que quand on lève des fonds, la première chose à laquelle on doit faire attention, c'est l'alignement des intérêts. Alors, on doit aligner les intérêts de tout le monde sur la réussite de la société. C'est la condition sine qua non pour justement avoir des discussions extrêmement rationnelles par rapport à l'activité qu'on considère. Donc, c'est aussi dans ces cas de crise qu'on constate si on a réussi ou non à aligner les intérêts, notamment entre les fondateurs, les investisseurs, éventuellement les board members indépendants et évidemment tous les employés. Et donc, c'est là qu'on le teste. Nous, il se trouve que effectivement les discussions sont extrêmement saines, pleines de confiance. Il faut dire qu'on se connaît depuis longtemps et positif. Enfin voilà, on traverse une tempête, comme beaucoup de sociétés, mais on garde notre sang-froid et on essaye de prendre les bonnes décisions. On essaye de prendre les décisions plutôt rapidement que lentement, parce que dans ces cas-là, il faut souvent prendre des décisions rapidement, même si elles sont toujours un peu imparfaites, que d'attendre. Et finalement, la pire des solutions, c'était de ne rien faire. Est-ce que c'est tabou? On peut te demander, comme tu n'as pas répondu à la question, les montants levés par Blablacar? Ah oui, pardon. Non, c'est un peu plus de 400 millions. 400 millions d'euros. Sur beaucoup de tours. Hein. Enfin, tu vois, oui, il y a de nombreux tours et c'est sur de nombreuses années. Mais bon, c'était pour rappeler qu'effectivement, quand on parle du succès de Blablacar, c'est du chiffre d'affaires, c'est du nombre d'utilisateurs et de membres. Et puis c'est aussi effectivement le montant des levées de fonds qui donne une indication de la trajectoire. Tu évoquais l'engagement qui est toujours là de la part des investisseurs. Toi-même, en tant qu'investisseur, tu dis que tu tiens tes engagements. En tant que citoyen et entrepreneur, tu es également engagé beaucoup dans l'écosystème. Oui,
Ben ça c'est aussi parce que intellectuellement je trouve ça très intéressant de prendre un petit peu de recul par rapport à son petit quotidien ou son petit entourage. Quand on fait une activité, on est toujours quelque part focalisé sur son environnement assez proche par rapport à son activité, son domaine. Et donc intellectuellement, c'est vrai que j'ai toujours voulu élargir un petit peu, donc c'est pour ça que je suis assez engagé dans l'écosystème. Alors effectivement, je suis très engagé avec France Digital. Je me suis réengagé avec France Digital il y a maintenant 1 an et demi, 2 ans, sachant qu'au tout début, j'avais participé à la création aussi de France Digital en 2012 avec Marie et Jean-David et toute l'équipe qui avait lancé France Digital. Je me permets peut-être de rappeler, Frédéric, je t'interromps, mais juste pour rappeler que tu es donc coprésident de France Digital, que c'est une association qui rassemble à la fois les startups et les investisseurs. Donc tu as un coprésident qui est Benoît Grossman du fonds Idinvest, qui est ton coprésident. Et il y a 2000 startups enregistrées et inscrites à France Digital. Donc c'est à la fois un lobby puissant, un levier d'action, mais également un réseau qui partage les meilleures expériences pour faire grandir l'écosystème de la French Tech française. Exactement. Et donc c'est aussi dans ces périodes-là qu'on voit la valeur d'une association comme France Digital pour son écosystème, avec beaucoup d'office hours qui sont organisés pour soutenir et conseiller les entrepreneurs, avec une charte de bonne conduite là qui vient d'être publiée, notamment concernant les droits et les devoirs des investisseurs et des entrepreneurs, surtout en période de crise, de rappeler un petit peu justement, quelque part ça rejoint ce qu'on mentionnait tout à l'heure, les engagements pris doivent être respectés. On a fait 8 engagements d'entrepreneurs et 8 engagements d'investisseurs dans ces périodes-là. Et donc c'est une association qui a vocation à aider son écosystème et qui fait qu'intellectuellement justement on arrive à comprendre un environnement très changeant, parce que le digital ça évolue très très vite, et donc le rôle d'une association comme France Digital, c'est de faire à la fois un scan complet de ce qui se passe, une synthèse de ce qu'on a compris, et ensuite une projection de ce qu'il faudrait faire pour que ça marche mieux et que ça grandisse, sachant que l'objectif de France Digital, c'est de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de géants de la tech, made in France et made in Europe en tout cas. Et donc du coup, dans ce cadre-là, comme tout est un petit peu nouveau, on fait un travail de compréhension qu'on diffuse auprès des décideurs et du régulateur, de manière à ce que on puisse être aligné. Alors la particularité de France Digital, c'est justement que elle est bicéphale, cette association, puisque il y a une moitié, elle est constituée pour moitié à son bord d'entrepreneurs et pour moitié d'investisseurs. Donc c'est même la seule association de ce type au monde qui justement aligne les intérêts des entrepreneurs et des investisseurs. Donc c'est vraiment tout l'écosystème, et on est capable justement d'amener des mesures, des propositions aux personnes qui prennent les décisions pour l'orientation notamment financière de l'écosystème dans lequel on vit, et donc toutes les instances gouvernementales. On leur amène des propositions qui ont du sens, parce que justement on a fait ce travail de synthèse-là. C'est aussi pour ça que le mot lobby, qui peut parfois avoir des connotations négatives, moi je le comprends complètement autrement aujourd'hui. Pour moi, le lobbying, c'est de l'éducation, c'est-à-dire c'est de la synthèse et de l'éducation et de la compréhension, en tout cas pour une industrie émergente comme la nôtre. Après, on pense souvent au lobby des industries qui existent depuis longtemps et dont le but est complètement différent, c'est-à-dire ils veulent préserver des intérêts acquis. Là, le lobby France Digital, c'est pas du tout ça. C'est un lobby qui cherche tout simplement déjà à faire en sorte que les conditions de croissance de cet écosystème-là, dont l'Europe a besoin, parce qu'on voit bien que dans l'équilibre mondial, il y a beaucoup plus de sociétés digitales aux US ou en Chine qu'en Europe, et qu'on a du retard et qu'il faut quand même qu'on rattrape. Eh bien, le rôle d'une association comme France Digital et donc du lobby en question, c'est de comprendre ce qu'il faut faire pour être plus intelligent et plus fort plus tard dans le digital. Et un mot très rapide peut-être aussi sur tes engagements au Galion, qu'est-ce que tu y trouves ? Alors c'est complémentaire, les engagements au Galion aussi depuis le tout début, avec Jean-Baptiste Rudel de Criteo, puis Pierre Cusco-Morizet aussi, le cofondateur avec Olivier de Presse Minister. Eh bien ce qu'on fait avec le Galion, c'est alors également là dans cette période, c'est beaucoup de soutien aussi aux entrepreneurs et beaucoup de partage de connaissances et de compréhension, mais aussi ça a toujours été l'ADN, c'est un think tank dans lequel toutes les bonnes
bonnes pratiques sont recensées, analysées, et on essaye de pallier un peu la solitude de l'entrepreneur, entre guillemets, c'est-à-dire partager toutes les connaissances qui font qu'on se retrouve à éviter de réinventer chacun la roue de notre côté, et aussi en partageant ces connaissances, et bien évidemment accélérer les bonnes prises de décision de toutes les startups de l'écosystème. Donc ça rassemble à peu près 300 entrepreneurs qui ont tous levé de l'argent en nombre, en quantité assez grande. Pourquoi ? Parce que quand on lève beaucoup d'argent, ça veut dire généralement qu'on est sur une idée assez disruptive pour qu'elle nécessite un changement d'échelle qui doit être financé, c'est-à-dire que c'est pas un modèle économique ou une activité qu'on sait faire depuis 10, 15 ou 50 ans et qui donc n'a plus besoin d'investissement parce qu'elle a trouvé directement son modèle économique. Je pense notamment à des sociétés de conseil ou des choses comme ça qui ne sont pas des startups qui amènent des produits disruptifs, mais justement là le but c'est d'accompagner ces entrepreneurs, très souvent ce qu'on appelle des first time entrepreneurs, des gens qui entreprennent pour la première fois, dans les bonnes prises de décision pour éviter de reproduire les erreurs de la génération d'avant. Donc là, c'était un petit peu, je veux dire, les vieux, Jean-Baptiste Rudel, moi, et Pierre Kosciusko-Morizet. J'espère qu'ils m'en voudront pas de dire les vieux, mais enfin, en tout cas, on va dire la génération vieux en entrepreneur, c'est quand même, ça reste encore jeune. Ouais. Mais donc, je me mets dans le même sac et qui essaye de ramener les connaissances qu'on a apprises durement sur le terrain aux entrepreneurs un petit peu plus jeunes. Tu dis à la fois tu parles de la solitude de l'entrepreneur, mais aussi que tu es un entrepreneur qui a connu une forte croissance. Est-ce que du coup, malgré cette croissance, tu te sens encore parfois seul ? Ah oui, dans les réflexions. Alors moi, j'ai une solution pour être moins seul, c'est de partager mes problèmes. Dans le sens, partager mes réflexions. J'ai beaucoup de gens autour de moi de confiance, avec qui je discute, et avec qui je confronte, auprès de qui je confronte mes idées, qui confrontent les leurs aussi, avec qui on adore discuter. Et en fait, le lien de confiance qui est créé fait qu'on peut parler de beaucoup de sujets, et du coup s'éclairer facilement. Donc j'ai résolu un peu cette problématique de solitude face à ce qu'il faut faire pour la suite, justement en partageant beaucoup. Alors je suis en contact avec beaucoup d'entrepreneurs, mais aussi des gens qui ne sont pas entrepreneurs, justement pour m'amener un éclairage différent. D'ailleurs, il y a possiblement un écueil dans lequel il ne faut pas tomber en tant qu'entrepreneur qui lance sa boîte pour la première fois, c'est de ne pas parler, par exemple, de son idée et de se dire « Oh là là, j'ai une idée qui est tellement révolutionnaire, il ne faut pas que j'en parle parce que sinon quelqu'un va me l'appliquer ». Enfin, ça c'est typiquement une recette pour l'échec. C'est-à-dire que si on garde ces problèmes pour soi, on a beaucoup moins de chances de les résoudre que si on les partage et qu'on écoute les réactions des autres. Parce que très souvent la réponse elle n'est pas dans notre cerveau, mais dans le cerveau de quelqu'un d'autre. Il faut aller la chercher. Clairement, j'apporte un petit témoignage pour soutenir l'idée de Frédéric. C'est vrai qu'il y a parfois des entrepreneurs qui arrivent et qui commencent par faire signer un NDA, c'est ce qu'on appelle un Non-Disclosure Agreement, donc finalement une clause de confidentialité. La réalité, c'est qu'en fait, on sait que l'idée est plus vivante quand elle est sur la table, quand on la partage, quand on l'étire et quand on essaie de la faire grandir tous ensemble. Et je voulais aussi témoigner du fait que Frédéric, c'est effectivement un entrepreneur très engagé. C'était la rubrique de l'engagement qu'on vient de traverser là dans l'émission. Mais c'est pour repréciser évidemment que les engagements forts que Frédéric a à travers France Digital et le Galion qu'on vient de citer, c'est des engagements bénévoles. C'est-à-dire que c'est vraiment du temps donné gratuitement à des entrepreneurs. Je le précise parce que c'est vrai que honnêtement, c'est beaucoup de temps. Je suis aussi un peu passé par là. Là, aujourd'hui, ça occupe plus de la moitié de mon temps. Enfin, c'est vrai, la moitié, voire les deux tiers. Et souvent, dans le vocabulaire américain de la Silicon Valley, on parle de give back. C'est qu'on redonne un peu du succès. On partage, on mentor, on conseille. C'est du temps qui est très utile parce que derrière, on aide des entrepreneurs à grandir. Et des entrepreneurs qui grandissent, ils séduisent des investisseurs. Ils créent des emplois. Ils créent la valeur économique. Donc, merci pour ça. C'était la rubrique gratitude. Et maintenant, je propose de passer à la nouvelle rubrique. Donc, je me permets de jouer avec la petite console, Thomas, et de lancer moi-même le jingle. J'en suis hyper fier. Là aussi, toi, tu as aussi les boutons. Ah ouais, bien sûr, parce qu'on s'amuse beaucoup avec le télépodcast.
C'est la rubrique I Have a Dream, c'est le jour d'après, le monde d'après. Tu sais que le président a dit que le jour d'après ne ressemblerait pas au jour d'avant. Alors comment tu le perçois aujourd'hui? C'est un peu une question large et puis on discutera largement là-dessus parce qu'on a envie de s'inspirer aussi de ta pensée, de tes réflexions, parce que tout le monde est en train de se tourner vers l'après. On n'a pas juste envie de rester confiné, enfermé chez nous, mais de repenser probablement nos manières de vivre, notre rapport à la consommation, notre rapport à la distribution. Donc qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus et comment est-ce que les entrepreneurs peuvent, eux, s'adapter à toutes ces inconnues? Alors, il y a deux choses. Alors, c'est un moment forcé un peu pour prendre du recul. C'est un très bon moment. J'évoquais tout à l'heure, c'est aussi un moment où on constate que les faits et le contexte ont changé. Et donc, du coup, c'est à nous de changer de perspective. Donc, on est un peu forcé de cette manière-là. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que c'est une période aussi dans laquelle quelque part on a alors pour prendre une analogie de voiture, on avait une voiture qui roulait, on a levé la voiture et il y a les roues qui roulent dans le vide là, c'est-à-dire que la voiture elle avance plus et ça patine et puis on se dit un petit peu allez d'accord, en fait on va où? C'est un bon moment pour se demander où on va parce que de toute façon on n'avance plus, donc on est face à un carrefour. Et là, on se rend compte qu'en fait, on peut prendre plusieurs directions. Et donc, je pense que aussi bien au niveau personnel qu'au niveau sociétal, on va prendre une direction différente. C'est-à-dire qu'on va pas aller tout droit. Ça va pas être la même chose qu'avant. Là, ça y est, on a arrêté la voiture. Et donc maintenant, on va pouvoir choisir. Alors, il va y avoir des accélérations de tendance. Alors, si on parle du digital, il y a évidemment le e-commerce qui préexistait la crise et qui n'a pas attendu la crise pour montrer que c'était une solution d'avenir, j'ai envie de dire. Il y a aussi évidemment tout ce qui est télétravail qui préexistait, qui était balbutiant et qui là prend un boost incroyable avec la crise. Il y a les circuits courts et la prise de conscience environnementale qui existaient et qui vont aussi faire qui là sont mis également en lumière et qui vont prendre encore de l'ampleur. Mais face à ça, c'est une accélération de ces pratiques-là qui existaient avant, mais c'est aussi l'occasion de repenser justement l'impact de tout ce qu'on fait. Alors, sans faire un lien, parce que je pense qu'il n'y en a pas, entre justement cette crise du coronavirus et le challenge inédit du changement climatique qui nous attend, c'est peut-être juste une bonne opportunité, en étant arrêté, de se demander ce qu'on peut faire après, de plus favorable à ce changement, parce que plus on lit sur le sujet, plus on nous explique que évidemment quasiment tout est écrit jusqu'en 2050 et que ce qu'on va décider là de faire dans les années qui viennent est en fait pour influencer ce qui se passera post-2050, mais enfin l'histoire entre 2020 et 2050 elle est pas jolie. Je pense que c'est un bon moment, un bon coup de frein forcé qui nous est mis là pour se poser la question des activités qu'on a envie de mettre en avant après, pour justement peut-être être dans une meilleure position au prochain rendez-vous en 2050. Il y aura d'autres rendez-vous entre les deux, il y a aussi des prévisions 2030 qui sont pas jolies non plus. Mais voilà, donc après le rôle des entrepreneurs, c'est face à toutes ces pièces de puzzle qu'on a sur la table, des nouveaux faits, de décider comment on les assemble pour construire le futur. Je me fais volontairement l'avocat du diable parce que je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Néanmoins, entre le rêve et la réalité, est-ce qu'on continuera pas de choisir tel ou tel produit simplement parce qu'il est 2 € moins cher, même si finalement il pollue plus, il vient de plus loin et d'ailleurs j'en ai peut-être pas vraiment besoin? Alors, ça, c'est pas impossible, mais c'est là où justement le régulateur et le politique ont un fort rôle à jouer. C'est-à-dire que il y a un moment, ce qui justement est néfaste pour la société dans son ensemble, et on peut considérer que de la surpollution qui provoque un nombre de morts incalculable par justement la pollution et toutes les maladies qui peuvent aller avec par an, eh bien c'est quelque chose de néfaste, et donc ça doit être quelque part un peu interdit, parce que c'est de la même manière qu'on a fait tout un tas de règles pour éviter à tout un chacun de nuire à son prochain. Car là, il faut faire des règles pour faire en sorte que l'économie ne nuise pas à son prochain, et son prochain c'est nous. Donc c'est sûr que là on rentre dans une zone où on se dit que l'économie toute seule, complètement libérée, ne peut peut-être pas résoudre l'équation climatique, que le rôle des États et des gouvernements, qui d'ailleurs
prend de l'ampleur. Là, on le voit bien avec une crise comme ça. On voit bien qu'il y a quelque part les prises de décision. Là, cette fois, elles sont du côté des politiques et des gouvernements. Elles sont plus du tout du côté de l'économie, qui de toute manière est arrêtée. Qui en a dit attends, on fait les arrêts de jeu là, parce qu'il faut qu'on réfléchisse où on va. Donc avant que tout le monde recommence à jouer, je pense qu'il va falloir refixer les bonnes règles. Ça va passer par des règles de type politique et pas uniquement des règles de type économique et la possibilité d'acheter tout ce qu'on veut sous prétexte qu'on peut et ou tout ce qu'on veut à moins cher. Si c'est moins cher financièrement, mais que c'est plus cher en termes de coût pour la société parce que ça pollue plus et ça nous crée un monde apocalyptique après, faut pas le faire quoi. Parce que là en plus on est dans une crise dans laquelle on prend énormément soin évidemment de toutes les personnes vulnérables. Je crois que la moyenne d'âge des gens qui malheureusement décèdent du coronavirus c'est 81 ans, mais en même temps on empêche les jeunes d'aller à l'école et on empêche l'économie de tourner et on se dit attends qu'est-ce qu'on est en train de faire là? On est en train de quelque part pénaliser le monde de demain pour essayer de sauver le monde d'hier. Il faut qu'on réfléchisse bien à tout ça. Écoute, ce qui nous intéresse également, et merci pour cet exposé qui montre aussi le regard humaniste que tu portes sur la société. Sur le monde d'après, ça nous intéresse aussi de t'entendre autour évidemment de Blablacar. Et je crois que tu as une question qui nous vient, un message qui nous vient de l'extérieur. Je lance le jingle, tu lances la question et c'est parti. Vous avez un message. Alors la question nous vient du directeur de la rédaction de La Tribune, Philippe Mabille. Bonjour Olivier, bonjour Thomas et bonjour Frédéric. Je suis ravi de te retrouver pour cette édition de 40 nuances de Next. Ma question porte sur l'impact des mesures de distanciation sociale qui ont été prises à l'occasion de l'épidémie de Covid-19 sur le covoiturage, donc sur ton activité, sur Blablacar en particulier. Alors au-delà, évidemment, aujourd'hui les gens ne se déplacent pas, mais ils vont vouloir se déplacer à nouveau. Dans ce monde d'après, dans ce jour d'après le confinement, quelle est ta vision des mobilités? Est-ce que les gens vont vouloir se protéger avec des masques? Comment rétablir la confiance dans le covoiturage? Et est-ce que tu penses qu'on peut connaître aussi des changements dans les modes de mobilité des personnes à l'occasion du monde d'après, parce que on va vouloir peut-être se déplacer de façon plus sûre, de façon peut-être sur des trajets plus courts. Enfin, ce sont des questions importantes qui sont aujourd'hui à l'œuvre et sur lesquelles on aimerait avoir ta vision. Alors, j'ai répondu en partie à cette question-là tout à l'heure, notamment sur la vision des transports et du covoiturage, la place du covoiturage dans les transports. Après, il y a une autre question que je crois avoir distinguée dans ce que disait Philippe Mabille, c'est la place des déplacements professionnels aussi. Comment on va travailler après? Est-ce qu'on va continuer? Je dis même si moi j'avais arrêté depuis pas mal d'années à voyager beaucoup pour le boulot, à potentiellement aller à l'autre bout de la planète pour un rendez-vous, ce qui est un truc que moi j'ai arrêté il y a pas mal de temps, pour des raisons justement environnementales, et puis aussi en me disant il y a des solutions de vidéoconférence, je vois pas pourquoi j'ai besoin d'aller à l'autre bout de la planète pour faire ce que j'ai à faire, même s'il y a des fois des choses qu'on peut pas faire autrement, mais il y a quand même beaucoup de choses dans le milieu professionnel qu'on peut faire à distance, et j'ai l'impression que là en tout cas cette crise nous montre à quel point on est capable de travailler à distance. Aujourd'hui chez Blablacar tout le monde travaille à distance et ça fonctionne, ça tourne, c'est-à-dire que notre équipe produit, notre roadmap technique et produit, elle avance, les gens sont proches les uns des autres en termes de collaboration professionnelle et ça fonctionne. Il y a une cohésion d'équipe aussi, donc on est capable de faire des choses à distance et en plus on a 45 nationalités chez Blablacar, donc évidemment c'est une population très internationale et on voit que ça rentre dans les mœurs d'être capable de travailler à distance. Et après, une fois qu'on est à distance, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la même pièce et qu'on fait de la vidéoconférence, qu'on soit l'un à Moscou, l'autre à São Paulo et le troisième à Paris, en fait, ça change pas grand-chose. Vous étiez déjà prêt au monde d'après, dans le monde d'avant. Frédéric, on a beaucoup parlé de Blablacar, ton aventure entrepreneuriale. Ce qui nous intéresse aussi beaucoup avec Olivier au travers de ce podcast 40 nuances de Next, c'est découvrir les hommes et les femmes derrière l'entreprise. Je te propose donc de passer sur le canapé. Allez, relaxez-vous. Et maintenant, on parle de vous ?
Alors l'idée dans cette rubrique, évidemment, c'est de tâcher de comprendre qui est Fred Mazzella et comment il est devenu Fred Mazzella. Donc comment est-ce que tu t'es construit. Par exemple, qu'est-ce que tu retiens de ton éducation? C'est vrai que tu fais partie des personnes qui ont une éducation, des diplômes prestigieux. Est-ce que ça t'a apporté quelque chose? Est-ce que tu t'es construit davantage après? Et est-ce que tu peux un petit peu élaborer sur cette question? Alors, je pense que le premier truc qui m'a appris quelque chose, c'est le fait, paradoxalement, que mes parents se sont divorcés quand j'avais 1 an. Et donc, j'ai grandi toujours avec la compréhension que plusieurs points de vue étaient possibles et acceptables. C'est-à-dire que comme sur plein de sujets, mon père et ma mère n'avaient pas forcément les mêmes points de vue, et que plus tu grandis, plus tu te dis, alors attends, qui c'est qui a raison? Et puis qu'une fois sur deux, tu arrives à la conclusion que personne n'a raison et que toi, tu as le droit de te forger ta propre opinion. Eh bien, je pense que ça te rend... moi, en tout cas, ça a eu l'effet que ça a eu sur moi. Ça m'a rendu extrêmement humble par rapport à des affirmations et comprendre qu'on a tous des points de vue différents, qu'on peut tous les avoir et qu'on peut se former sa propre logique. Donc après, ça rentre dans une boucle d'apprentissage. On a envie d'apprendre plus de choses. Alors j'ai fait beaucoup de musique. Et, pareil, la musique m'a énormément appris. C'est-à-dire que c'est assez implacable la musique. Hein, quand tu joues du violon et que c'est faux quoi. Enfin, je veux dire, tu vas pas tourner autour du pot, c'est faux. Donc tu reprends ton violon jusqu'à ce que ce soit juste. Quand tu joues du piano, j'ai fait beaucoup de piano parce que pour le coup j'ai fait conservatoire supérieur international de Paris en piano. C'est pareil, ça t'apprend énormément parce que c'est une exigence incroyable, implacable, et c'est une concentration de toutes les millisecondes quand tu dois jouer en concert ou en examen. Et donc, du coup, il y a plein de choses qui m'ont appris différentes choses. Je pense que la musique m'a beaucoup appris parce que ça m'a appris le côté créatif, le côté le rêve est permis, et aussi le côté la discipline extrême. Parce que la structure, la musique, c'est quand même une discipline incroyable. C'est-à-dire que presque après, quand j'ai fait mes classes prépa, donc maths sup, maths spé à Henri IV, et puis après normal sup, en fait, les examens que j'avais arrivaient à un niveau de stress à peu près, j'ai envie de dire 2 ou 3 sur 10 par rapport au niveau de stress que j'avais déjà vécu sur des concerts ou des examens de musique, qui étaient à 8, 9, 10, parce qu'il faut être concentré à toutes les millisecondes, et que dès que tu perds un quart de seconde de concentration, paf, tu prends un mur, quoi. Enfin, dans le sens que tu te plantes. Et alors qu'en examen scientifique que j'avais fait, c'était t'as du temps en fait. Des fois, t'as 30, 40, 50 secondes pour répondre, quoi. Frédéric, c'est très marrant de se demander si t'allais venir sur la musique, parce qu'un invité surprise nous avait évoqué ton passé, peut-être présent d'ailleurs, de musicien. Je te propose d'écouter sa question. Il s'agit de Pierre Kosciusko-Morizet que tu as cité tout à l'heure. Vous avez un message. Que les auditeurs savent pas, c'est que Fred est un musicien émérite en piano et en violon. Il compose, et c'est aussi un très grand comique. Il raconte beaucoup d'histoires drôles tout le temps. Et donc la question, Fred, c'est comment tu as choisi entre tes 3 carrières potentielles, ou tu en avais peut-être sûrement encore d'autres, donc comique, musicien et entrepreneur. Je crois que j'ai pas choisi, parce que en fait, musicien, c'est de la créativité, et donc l'entrepreneuriat aussi, c'est de la créativité, quoi. Enfin, c'est faire quelque chose de nouveau, et puis c'est rêver à quelque chose qui nous dépasse. Donc je pense que en cela, l'entrepreneuriat et la musique se rejoignent. Et après, sur le plan comique, je dois avouer que quand j'ai sorti le nom Blablacar, parce qu'au début ça s'appelait le covoiturage, ça, je me suis dit, il faut trouver quelque chose de complètement ovni pour réussir à faire en sorte qu'on se souvienne de nous, qu'est-ce qui est sympathique, qu'est-ce qui est marrant, et que j'avais 250 noms possibles que j'avais cherché pendant 5 ans en passant des dizaines de nuits blanches à chercher des noms, et que Blablacar, j'avais vu que ça faisait marrer les gens et qu'ils s'en souvenaient. J'avais fait plein de tests de mémorisation en faisant des listes de 30 noms, et quand il y avait Blablacar au milieu, un mois après, les gens se souvenaient que de Blablacar, et ça leur ramenait un sourire sur les lèvres. Je me disais, ça va marquer, quoi, ça va marcher. Et comme j'ai pas envie de dépenser des millions en marketing pour que notre marque soit connue, il faut que je prenne un nom qui rebondisse dans la bouche des gens et qu'ils aient envie de dire, et qui les fasse marrer, parce que une des manières les plus fortes de faire en sorte que les gens aient envie de parler de toi, c'est de les faire marrer. Donc du coup, quelque part, l'entrepreneuriat et la musique, c'est le rêve, et l'entrepreneuriat et le nom Blablacar, c'est le comique. On a réussi à aller
faire en sorte qu'une marque qui est quand même assez rigolote, elle a un nom complètement improbable, devienne quelque chose de complètement commun aujourd'hui. Donc c'est ma manière d'avoir contribué au comique et à l'optimisme. Et alors, merci pour l'explication derrière effectivement le concept de Blablacar qu'on a bien tous retenu. Et c'était vrai que c'était un acte entrepreneurial courageux parce que vous aviez le nom covoiturage qui était un nom très générique dont on pouvait se dire qu'il était relativement puissant comme nom de marque. En tous les cas, derrière la question le truc c'est que par rapport au profil quand tu t'inscris, tu sais, tu choisis si tu parles beaucoup ou pas en voiture, tu choisis si t'es blabla ou blablabla. Ça fait marrer tout le monde, mais j'ai essayé sur toutes les cultures du monde. Quand t'expliques pourquoi ça s'appelle Blablacar et que c'est parce que tu choisis si tu parles beaucoup ou pas en voiture, mais ça fait marrer tout le monde. Bref. Alors mais c'était bien de le repréciser et ça me fait encore rire quand tu le racontes aujourd'hui, donc ça marche. Est-ce que, en fait, derrière la question de Pierre, on voit que tu as une personnalité très complète entre ton parcours éducatif, le rappel familial que tu as fait qui permet de comprendre aussi la personne que tu es devenue. Et donc, cette personnalité riche, à la fois artistique, entrepreneuriale, c'est intéressant. Bon, on n'arrivera jamais à la synthétiser complètement, mais si tu devais partager une connaissance, tu vois, une leçon finalement au reste du monde, avant toi-même de disparaître, qu'est-ce que tu dirais ? Je vais me réfugier derrière une citation qui guide quasiment toutes mes actions, qui est une citation de Galilée, qui dit « Je n'ai jamais rencontré d'homme qui n'avait rien à m'apprendre ». Celle-là, elle est extrêmement profonde. Bon, d'une part, elle concerne l'apprentissage humain, donc en fait une sorte de progression, mais en plus, évidemment, le rapport social qu'on peut avoir aux autres et l'humilité devant la vie et la vie la vie au sens la vie et la vie au sens l'apostrophe AVIS de chacun, et le respect qui est indispensable et nécessaire dans l'approche qu'on peut avoir dans le contact humain, qui est qu'on a tous notre vie, on a tous notre parcours, on a tous vécu des choses différentes, et donc on a tous des choses à partager et à s'apprendre les uns les autres. Et quand on est dans cette attitude d'écoute, d'interaction avec les autres, en fait on a une vie extrêmement riche, on apprend beaucoup de choses, on a beaucoup d'empathie forcément, puisqu'on partage ce qu'on a appris, ce qui a fait ce qu'on est aujourd'hui. Et donc oui, je pense que c'est la chose que je partagerais si je devais partager une chose. Voilà, Galilée l'a dit bien avant moi et bien mieux, mais c'est ce concept-là que j'adore dans la vie et que j'ai envie de partager. Merci de l'avoir partagé. Je suis moi-même un grand fan des citations. Ça me donne envie d'en partager une avec vous, qui est le pessimisme est de nature, mais l'optimisme est de volonté, du philosophe Alain, qui marche très bien aussi sur Frédéric Mazzella et globalement sur les entrepreneurs. Globalement, on a tendance peut-être à se plaindre, y compris en période de confinement, mais l'optimisme de volonté, c'est un choix qu'on fait. Et ça nous permet, à travers toutes ces citations, peut-être, Thomas, de lancer notre nouvelle rubrique, une des dernières du podcast. S'inspirer. Respirer. Après être allé chercher au fond de toi ce qui fait Frédéric Mazzella, ce qui nous intéresse aussi, c'est de comprendre où est-ce qu'aujourd'hui tu vas t'inspirer, où tu trouves l'inspiration en dehors de toi. Alors, des lectures et en ce moment pas mal de bricolage. Ça permet quelque part de se forcer à faire autre chose. Ouais, c'est un peu ça. Et quand on parle de lecture, je me pose la question toujours parce qu'on dit voilà, les entrepreneurs lisent beaucoup, notamment, et lisent aussi ce qu'ont écrit d'autres entrepreneurs. Donc Peter Thiel, Steve Jobs, les grands entrepreneurs de la Silicon Valley ou des choses autour de ça. Est-ce que c'est ce type d'essai-là que tu lis, ou est-ce que tu lis plutôt de la fiction, ou est-ce que tu lis des choses autour de l'histoire ou de la politique? Est-ce que tu as une recommandation à nous faire, parce qu'on a un peu de temps pour lire en ce moment? Oui. Non, je lis beaucoup de réflexions, pas forcément très longues, mais qui sont publiées dans plein de différents médias. Ça n'a pas forcément des bouquins. Les bouquins, effectivement, lire un bouquin, ça prend beaucoup de temps. Lire des articles, ça en prend moins, et surtout, tu vas piocher les idées qui t'intéressent à un certain moment. Voilà, ce qui me permet de me rendre compte que dans les articles intéressants et de fond, avec des gens extrêmement passionnés et experts de leur domaine, tu constates très souvent une forme de sagesse et d'humilité par rapport au fait qu'ils ne savent pas, et notamment là avec la crise du coronavirus aujourd'hui, tu lis des articles de grands économistes et t'expliquent un petit peu tous que on sait
pas trop ce qui va se passer après. Par contre, c'est marrant, rare, quand tu c'est vas un sur peu Facebook, d'humilité. ouais, mais en fait les très grands ils l'ont. Et par contre en revanche tu vas sur Facebook et là tu trouves des experts en économie et en virologie qui sont nés le 16 mars. Je trouve ça complètement dingue, le nombre de gens qui s'inventent experts de je ne sais quoi. Alors eux ils savent par contre, les prix Nobel ne savent pas, les virologues ne savent pas, mais alors on trouve des gens sur Facebook qui savent. Ça c'est quand même une belle révélation. Non mais au-delà de l'aspect comique de la chose, c'est préoccupant en fait, parce que justement, alors que la parole d'expert, la parole de scientifique est quand même ce qui doit nous guider dans les décisions, on a aujourd'hui des outils de diffusion massive, c'est pas nouveau, hein, mais c'est toutes les fake news, ça me préoccupe. Donc alors pour revenir à ce qui m'inspire, oui ça va être des lectures de gens humbles, travailleurs, visionnaires, experts, et puis aussi de l'activité qui vide la tête. Tu vas passer le temps avec les enfants aussi, c'est absolument génial parce qu'ils ont un petit côté folie ils ont pas de codes sociaux, puis ils ont pas d'a priori, puis ils ont pas de barrières, et donc ça fait un bien fou en fait. On se réapprend aussi à travers eux. Ah complètement. Et puis surtout, très souvent, quand je les vois faire un truc et je me dis ah non, faut que je l'empêche de faire ça parce que il va se faire mal ou quoi, enfin même sans se faire mal, c'est juste ça sert à rien de faire ça. Je me dis ah mais non mais je l'ai fait ça, moi je l'ai fait cette connerie, donc faut que je lui laisse la faire parce que voilà, ça c'est son expérience, il faut qu'il prenne le truc. Mais donc ça permet de revisiter effectivement toute son enfance et puis voir de se changer soi-même aussi, parce que des fois, voilà, tu vois, mes enfants ils posent des questions mais incroyables. Mon fils il m'a demandé pourquoi on n'attend pas juste que le virus attrape le virus. C'est quand même vachement plus simple. C'est le bon sens. C'est le bon sens. Il m'a dit non mais attends, papa, le virus de toute façon il viendra pas à la maison parce qu'on va mettre une marmite dans la cheminée et puis comme le loup, voilà, s'il passe par la cheminée, il tombera dans la marmite. Donc il y a aucun risque. Mais il faut peut-être transmettre ça aux autorités. Hein. On va s'en faire le porte-parole. Il m'a dit mais papa, mais pourquoi on enferme les gens alors qu'en fait il faudrait enfermer le virus? Oui, c'est vrai, t'as raison. C'est comment te dire. Juste on peut pas enfermer le virus. Mais t'as raison. Frédéric, tu disais que c'était important de laisser à ses enfants l'occasion de faire les mêmes erreurs finalement qu'on a faites. Est-ce que cette leçon que tu as pu apprendre de tes enfants, tu l'as de fait appliquée peut-être à tes collaborateurs ou maintenant aux entrepreneurs que tu finances? Mais je pense que c'est toujours la même chose, c'est rentrer en empathie et en résonance avec les gens qu'on fréquente et les laisser s'exprimer totalement. Et les enfants, de toute manière, ils s'expriment beaucoup. Ils ont aucun tabou, ils ont peur de rien. Enfin, dans le sens, ils vont dire tout ce qu'ils pensent et tout ce qui leur passe par la tête, ce qui est d'ailleurs ce qui manque un peu aux adultes à force de codes sociaux. J'ai lu des études aussi là-dessus qui montrent que les enfants, jusqu'à 50 à 98% des enfants qui ont ce qu'on appelle une créativité exceptionnelle, et que au fur et à mesure des années ça diminue et qu'à 20 ans il n'y a plus qu'entre 2 et 3% des gens qui ont une créativité exceptionnelle. Et tu as une raison de cette déperdition? Une explication, pardon? Je pense que alors, la réponse la plus courte c'est non, mais je pense que mais bon, ça m'empêche pas de penser quelque chose. Non, je pense que on a quelque part, on canalise, on codifie un petit peu sur la route et on empêche beaucoup de possibilités pour pouvoir avancer dans une direction, parce qu'on peut pas avancer dans toutes les directions en même temps. Et donc, en mettant des sortes de barrières pour essayer d'avancer dans une direction, on s'empêche d'aller voir ailleurs et on fait des raccourcis qui nous permettent quelque part de s'appuyer sur quelque chose qui va plus vite que de réexpérimenter et de refaire l'erreur. Bon, écoute, merci Frédéric pour tout ça. On s'approche petit à petit de la fin du podcast, mais on a encore quelques questions intéressantes. Thomas, je te laisse lancer le jingle qui va annoncer de lui-même quelle est la rubrique dans laquelle on entre. Qui est très 40 nuances de Next pour le coup. Waouh! Alors la question c'est simple. Quelle est la dernière claque que tu t'es prise, ou si ce n'est la dernière, la plus mémorable dans ton histoire, soit d'entrepreneur, soit de personne tout simplement? C'est une claque que j'ai prise il y a longtemps, mais je l'ai prise plusieurs fois. C'est celle de se rendre compte que personne ne se soucie plus de ton futur que toi. C'est-à-dire que ça va être à toi de t'occuper de toi, quoi, en gros. Alors que, tu vois, quand tu grandis, t'as l'habitude de quelque part qu'il y ait tout un tas de gens qui s'occupent de toi, à commencer par tes parents, et puis après les profs, et puis tout un tas de gens qui ont l'habitude de te...
dont tu t'entoures et qui te coach. Et puis il y a un jour, justement, quand tu commences à grandir, tu te dis non mais là en fait il y a plus personne qui va s'occuper de moi là. Enfin, ça va vraiment être moi tout seul. Puis petit à petit, voilà, tu développes ça, mais ça vient en plusieurs étapes. Moi je l'ai pris en plusieurs fois cette claque à me dire non mais attends, c'est à toi de le faire. Et puis jusqu'au point où il y a un moment, j'étais tellement entraîné à me dire de toute façon c'est moi qui vais me démerder que je pense que c'est là où j'ai commencé à être prêt à être entrepreneur. Parce que là c'est sûr que pour le coup t'as plus personne qui va te dire fais ci fais ça, c'est juste à toi d'avancer et tu te dis et tu espères que tu as tout le bagage pour, c'est-à-dire que tu as appris suffisamment de choses avant pour savoir nager dans l'océan. C'est amusant parce que cette claque que nous raconte Frédéric, elle ressemble à une claque de type biblique. Je me rappelle mes cours de catéchisme. Moi-même, je suis d'origine protestante et on dit toujours aide-toi et le ciel t'aidera. Donc commence par t'aider toi-même. Et même moi qui suis complètement agnostique, j'avais la même référence. Parfait, ça marche. Peut-être juste, comme Olivier, tu aimes bien mes questions philosophiques et tu parlais de ce qui a fait un entrepreneur, Frédéric. Est-ce que pour toi, on est entrepreneur ou on le devient ? Toujours la question de l'inné et de l'acquis. Moi, je pense qu'on le devient quand on ouvre toutes ses oreilles, j'ai envie de dire, c'est-à-dire tous les capteurs sur le monde qui nous entoure. Je pense qu'on peut le devenir, mais que pour le devenir, faut vraiment tout écouter ce qui se passe autour de nous et ensuite faire la synthèse de toutes ces informations-là. Je pense qu'on peut le devenir, voilà. Mais de la même manière que Olivier mentionnait l'histoire de la volonté qui est de l'optimisme qui est une volonté. Je pense que c'est pareil, devenir entrepreneur, c'est quelque part une démarche, une volonté de justement s'ouvrir et accepter tous les points de vue pour en faire une synthèse et pour ensuite décider de ce qu'on peut faire. Je me souviens quand l'idée de Blablacar m'est venue, que je me suis dit, c'est qu'avec tout ce que je connaissais, comprenais, j'avais toutes les pièces du puzzle sur la table. C'est-à-dire que tout était là, mais c'était parce que j'avais quelque part vécu, écouté tout ce qui se passait autour de moi. Les gens commençaient vraiment à réserver beaucoup de déplacements en ligne. Hein. Avant, on a peut-être oublié, mais enfin, ça se passait pas forcément en ligne. Hein. On allait dans des agences de voyage et tout ça. Les paiements passaient en ligne. L'acceptabilité d'être en contact avec d'autres est en train d'arriver par Internet, je veux dire, avec les réseaux sociaux, le tout début des réseaux sociaux. Toutes les pièces du puzzle étaient sur la table, ce qui fait qu'il y a un moment, je me suis dit, mais j'avais toutes les pièces du puzzle, je me dis, mais attends, si je les mets toutes ensemble, là, celle-là, en fait, ça fait ça. Ça fait un truc. Et évidemment, le besoin de se déplacer et le fait que les voitures étaient vides. Enfin, tu vois, tu cumules, tu te dis, toutes les voitures sont vides, les gens, ils ont besoin de se déplacer, ça coûte très cher de se déplacer, mais on pourrait mutualiser les coûts. Donc, tu as l'équation financière qui est bonne, tu as les comportements qui sont bons, tu as commencement d'habitude de te mettre en contact avec des gens que tu connais pas par les réseaux sociaux, tu as les connexions Internet qui se déploient vitesse grand V partout et tout le monde commence à être connecté partout. Ça fait du temps réel, ça fait des nouvelles manières de faire, ça fait, tu regardes les plateformes de place de marché qui se développent et tu te dis, donc ça c'est bon, ça marche. En gros, tu as 18 pièces ou je sais pas combien, 56 sur la table, tu les mets toutes ensemble et tu dis, mais en fait, quand je les assemble comme ça fait un service comme Blablacar et ça marche. Et donc c'est parce que tu as regardé, écouté quelque part avec une certaine naïveté tout ce qu'il y a autour de toi et tu as essayé de les assimiler, qu'à un moment tu arrives à synthétiser une conviction, mais qui est en fait hyper rationnelle et qui est pas tellement émotionnelle et qui fait que tu deviens entrepreneur. Frédéric, il nous reste 2 pièces du puzzle à assembler pour finaliser ton podcast 40 nuances de Next. Je vous propose de passer à ta carte blanche. Carte blanche pour 40 nuances de Next. Alors la règle du jeu est simple, Frédéric. La carte blanche, c'est comme le port salut, c'est écrit dessus. C'est toi qui décides ce que tu veux partager avec nous. Alors j'ai envie de partager quelque chose que je trouve formidable, qui s'est passé sur les dernières semaines dans l'équipe Blablacar, qui elle-même est formidable, avec une énergie incroyable et toute l'équipe s'est posé la question de savoir ce qu'on pouvait faire dans cette période compliquée du coronavirus. On a même demandé en externe à tout un tas tous nos réseaux en disant qu'est-ce que vous pensez que Blablacar peut faire pendant cette période-là. Et puis donc on a récupéré différentes propositions et puis il y en a une qui revenait quand même assez souvent, qui était la possibilité d'utiliser la confiance créée au sein de Blablacar, qui est quand même quelque chose de fondamental dans les valeurs de ce qu'on a créé au fur et à mesure des années. On a la possibilité évidemment pour chacun de voir les profils complets des gens et puis les expériences qu'ils ont, les avis, toutes les informations possibles qui font qu'on est capable de se créer une forte confiance dans un autre
membres Blablacar et donc de cette confiance naît une capacité d'entraide justement extrêmement forte qui s'est manifestée évidemment dans le covoiturage par l'entraide dans le sens on fait le trajet ensemble, mais qui peut se manifester en fait dans beaucoup d'autres directions. Et donc là, dans cette période-là, comme on a tous besoin d'entraide, eh bien on a conçu un nouveau produit qui vient d'être lancé, qui s'appelle Blabla Help et qui consiste en fait à faire en sorte que les gens dans leur voisinage peuvent s'entraider. Et je tire mon chapeau à l'équipe Blablacar qui en très peu de temps s'est mobilisée avec toutes les compétences des différentes personnes, des différentes équipes pour construire justement des produits de ce type et des plateformes, mais qui répondent au contexte qui a changé. Encore une fois, quand le contexte change, eh bien notre avis change et donc on développe autre chose. Et là, on a sorti un produit que je pense phénoménal parce que humain et parce que de l'entraide, parce que circonstancié, et en plus dans sa conception, c'était formidable de participer. Moi, j'ai participé à quasiment toutes les sessions de travail, à réfléchir produit, réfléchir vision, réfléchir ton de la communauté, réfléchir à ce qu'on met dans la première version, ce qu'on ne met pas, parce que on ne peut pas, si on veut aller vite, tout mettre dans la première version. Et donc ça donne une nouvelle app qui s'appelle Blabla Help et qui permet dans cette période-là à tous les voisins de s'entraider en retrouvant les membres Blablacar qui sont pas loin de chez eux. Et j'imagine que si on se retrouve entre ceux qui parlent un peu bla, ceux qui parlent un peu plus blabla et blablabla, là en ce moment tout le monde doit être en mode blablabla. Ouais, c'est nous chez Blablacar ça a toujours été le cas. Et après c'est vrai qu'il y a ce côté quand même du plaisir de l'interaction sociale qui est omniprésent chez Blablacar. Et donc là ça se manifeste d'une autre manière et donc on va voir comment le service se développe, mais en tout cas moi c'est non seulement un produit que je trouve fabuleux, mais en plus le processus de création qui est passé par un hackathon et par des gens de toute l'équipe de Blablacar en remote, en visioconférence pour se synchroniser et construire ce produit-là m'a donné plusieurs fois les larmes aux yeux de voir à quel point tout le monde était en pleine énergie pour pouvoir construire quelque chose d'utile dans ce contexte-là. En tous les cas, moi j'en profite pour souligner l'aspect réellement humaniste dont tu fais preuve en tant qu'entrepreneur et on le ressent très fortement à travers tes réponses au podcast et puis évidemment la culture d'entreprise que vous avez créée avec tes associés parce que effectivement ce type d'initiative démontre que les équipes et les employés que vous avez choisis qui sont rassemblés autour du projet ont hérité ou avaient en eux cette dimension humaniste, donc c'est hyper sympa. Merci de l'avoir partagé. Je crois Thomas que avant de conclure, on voulait mettre en avant, et si tu me permets, je peux lancer un petit jingle pour notre dernière rubrique qu'on appelle Sista. Donc voilà, c'était quelques notes d'Aretha Franklin, Respect, pour juste nous permettre de mettre en avant une initiative qui est organisée par un certain nombre d'entrepreneuses ou d'entrepreneurs, mais en tout cas pas mal de femmes dans l'écosystème qui sont parties du constat assez dramatique d'ailleurs, qu'il y a très très peu de femmes start-upeuses. C'est un univers dans lequel il y a très peu de féminisation. On le mesure d'ailleurs chaque année dans le baromètre EY France Digital. Moins de 10% des start-upers sont des start-upeuses. C'est vrai aussi d'ailleurs dans les équipes d'investisseurs des fonds de capital risque. On ne sait pas toujours très bien expliquer pourquoi et comment, mais en tous les cas, on a l'impression qu'il y a des biais culturels dans la société. Et donc ce collectif attire l'attention et demande également aux investisseurs de bien regarder les dossiers portés par des start-upeuses, parce qu'elles ont aussi des qualités et des avantages, peut-être parfois spécifiques à la féminité. Ça, je n'en sais rien et j'ai pas envie de me rentrer dans le débat du genre. Mais en tous les cas, dans cette dernière rubrique, ce qui nous ferait plaisir, Frédéric, c'est que tu puisses mettre en avant, évidemment à ton libre arbitre, une entrepreneuse. Et ensuite, on s'engagera à éventuellement lui donner la parole, si elle en est d'accord, pour lui donner un petit peu de visibilité. Est-ce que j'ai le droit d'en citer plusieurs ? Alors tu peux en citer plusieurs pour le name dropping, mais nous ne pourrons en contacter qu'une. D'accord, alors si le podcast est en français, ça va être simple parce qu'il y en a 3 que je voulais citer, 2 qui sont anglo-saxonnes, américaines, et une qui est française, donc j'imagine que vous avez contacté la française, mais qui sont d'ailleurs dans le même domaine. C'est assez marrant, c'est le domaine de la lutte du gaspillage alimentaire. Il y a une super boîte en France, et dans d'autres pays, parce que je crois qu'ils sont dans 14 pays, qui s'appelle Too Good To Go, avec une fondatrice incroyable qui s'appelle Lucie Bache, qui a une énergie, j'ai jamais vu ça, qui exécute à toute allure. Dans leur boîte, ça déroule quoi, et ça déroule en international en plus. C'est
épatant. Et je pense d'ailleurs dans cette logique Sista, ce qui a été mis en avant aussi, c'est la nécessité d'avoir des rôles modèles. Je pense qu'elle, c'est une personne phénoménale qui peut en inspirer beaucoup. Et dans le même domaine de la lutte anti-gaspillage alimentaire, il y a Olio, une autre boîte qui est basée au UK, qui est fondée par deux Américaines qui sont Sacha Celestial-One et Tessa Cook, et qui font également un boulot incroyable. Alors le modèle entre Too Good To Go et Olio est différent. Les impacts sont les mêmes, c'est la réduction évidemment du gaspillage alimentaire. Alors je ne sais pas si c'est un hasard ou si c'est l'activité qui a fait qu'effectivement ce sont des femmes qui ont monté ce genre d'activité-là. Mais en tout cas, toutes ces femmes-là sont absolument exceptionnelles et peuvent être des rôles modèles. Je pense qu'on en a besoin pour justement inspirer les générations d'après et faire en sorte que ce soit normal et souhaitable et voulu par les générations d'après de devenir entrepreneuse ou start-upeuse. Parce que je pense qu'on a toujours cette problématique de projection. Et quand personne ne l'a fait ou une personne n'a été mise en avant pour faire quelque chose, on pense que c'est pas possible ou en tout cas ça ne rentre pas dans le champ des possibles qu'on se fixe et c'est véritablement dommage. Donc voilà, donc, si vous pouvez aller interviewer Lucie Bache, je serais très content. Eh bien c'est prévu effectivement, mon associé Solène Etienne se fera ton porte-voix. Quelle question tu aimerais poser Lucie Bache? Il y en a tellement. Pendant que tu réfléchis, je rappelle que Lucie Bache est en plus aussi une administratrice à nos côtés de l'association France Vitale. Oui. J'ai envie de lui dire, lui poser la question. Attends, 2 secondes parce que là. Non, j'ai pas encore fini mon show. Oui, on continuera tout à l'heure. De toute façon, c'était la dernière question. Hein. C'était la conclue après. Pourquoi j'ai un tout petit téléphone? Parce que c'est le téléphone fixe. Celui, il pose des bonnes questions. Pourquoi tu as un tout petit téléphone? Ça, c'est un futur geek. C'est ça. Il l'a jamais vu celui-là, parce que c'est le téléphone fixe, on le sort pas du placard d'habitude. Mais il a quand même reconnu que c'était un téléphone. Ce que je te propose, Frédéric, c'est de reprendre. Si j'avais une question, ce serait celle-là. Ouais, alors des questions, j'en ai plein. Si j'en avais qu'une, ce serait... comment on peut avoir 200 Lucie Bache dans 10 ans? Eh bien, on va lui poser la question en ton nom. Un immense merci à toi, Frédéric. Tout à l'heure, je crois que chacun a eu le droit à une citation. Moi, je vais finir donc avec une citation. Quand on aime, on ne compte pas. Et apparemment, tu as aimé ce podcast car tu nous as accordé 25 minutes de plus que prévu. Donc, un grand merci à toi. Oui, t'as vu que je me suis fait rappeler à l'ordre. Hein. Il faut que j'aille lire Astérix là. Merci beaucoup pour ton temps et c'est vrai que on l'avait dit au départ, hein, 40 nuances de Next, c'est un podcast qui est dans des conditions un peu particulières, celle du confinement pour les premiers épisodes. Donc on a eu le plaisir d'entendre parfois des voix d'enfants ou des babillements des plus jeunes d'entre nous, peut-être des futurs start-upers, mais c'était bien sympathique. Merci encore Fred. De rien. C'est un bon moment. Merci Frédéric, on a pu découvrir peut-être pas les 40, mais en tout cas un certain nombre de nuances de Frédéric Mazella au travers de ton podcast. On va maintenant se quitter en laissant la parole à Solène pour le Sista de Lucie Bache, Too Good To Go. L'invité entrepreneur au féminin de Frédéric Mazella dans son podcast 40 nuances de Next est aujourd'hui Lucie Bache, cofondatrice de Too Good To Go. Lucie, bonjour et bienvenue dans ce podcast. Bonjour. Lucie, pour nos auditeurs, est-ce que tu pourrais pitcher Too Good To Go en 3 hashtags? Too Good To Go en 3 hashtags, ça donnerait hashtag anti-gaspillage, hashtag engagement et hashtag foodtech. Si je te propose de répondre au hashtag avant-après Covid pour ton activité, tu me dirais quoi? C'est vrai que nous, notre mission, c'est de lutter contre le gaspillage alimentaire et que donc on a vu qu'il y avait énormément d'habitudes alimentaires des gens qui étaient en train de changer en ce moment. Ils ont plus le temps, ils prennent le temps et se reconnectent un peu avec leur alimentation. Et donc pour nous, après le Covid, c'est vraiment l'opportunité d'aller encore plus loin dans la lutte contre le gaspillage alimentaire et de se dire qu'on arrivera peut-être à tous changer nos habitudes du quotidien en ce qui concerne l'alimentation. Lucie, quand Frédéric Mazella nous a parlé de toi, il nous a parlé de quelqu'un débordant d'énergie, qui faisait des choses exceptionnelles. Il avait 1000 questions à te poser. On lui a demandé d'en choisir une. Et du coup, je vais me faire le porte-voix de cette question. Frédéric Mazella voulait savoir comment on faisait pour avoir 200 Lucie Bache dans 10 ans. C'est une bonne question. Je t'avoue, je ne m'étais pas posée personnellement, mais je
pense que c'est en continuant à s'inspirer les uns les autres. Il y a Frédéric Mazella, pendant son parcours et toute son aventure entrepreneuriale, il a inspiré et il inspire beaucoup de gens qui ont du coup envie de se bouger et de monter des projets incroyables, notamment quand il s'agit d'environnement. Et aujourd'hui, c'est le plus gros challenge de notre génération, c'est comment on va faire pour aider la planète. Donc, je pense en continuant à faire ce qu'il a fait, moi je prends toujours l'opportunité aussi de partager mon aventure, mon énergie et d'inspirer, enfin, et de rencontrer tout un tas de monde. Donc, si on continue comme ça, on ne devrait pas avoir de mal à trouver à faire des futures générations des entrepreneurs à impact qui ont envie de faire bouger les choses. On aura du coup 1000 questions nous aussi à te poser, ce qui sera peut-être l'occasion de t'inviter dans un prochain podcast. Avec grand plaisir. Merci Lucie en tout cas de t'être prêtée au jeu. Au revoir. 40 nuances de Next. Le Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.